On va commencer cette soirée. Je voulais vous dire que nous avons exposé toujours les toiles de Jean-Pierre Séférian, qui va faire sa porte ouverte le samedi 27 entre 15h et 19h, et 21h même, 21h. Voilà. Maintenant, je voudrais aussi vous dire que nous allons recevoir le 14 décembre Fethi Benslama pour le saut épique ou le basculement dans le djihad. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir Marie Jésic. Jésic. Voilà. Oui. On oublie le second J. Oui, c'est vrai. C'est un grand plaisir de vous recevoir et je vous remercie même de m'avoir signalé la sortie de votre livre, parce que il y a beaucoup de livres, peu de soirées, et parfois il y a des livres qui nous échappent. Et celui-là, j'aurais été très triste qu'il nous ait échappé. Voilà, alors pour commencer, je voulais vous lire un mail que j'ai reçu d'une amie et collègue qui, ne pouvant pas être là ce soir, nous a envoyé un mail que je vais vous lire. Chère Delia, quelle tristesse pour moi, car le 9, je vais à l'opéra. Or, j'ai passionnément été intéressée par la finesse d'analyse que cette femme analyste, si sympathique, opère en tant que lectrice si attentive à l'écriture de Beckett. C'est un travail remarquable, très érudit, qui nous a été présenté chez Jeanne, où j'étais avec Françoise et Monique. Marie Jésic nous a transmis son enthousiasme pour que chacun et chacune ne désespère pas et se risque à inventer sa vie avec cet appui si magistral qu'est l'œuvre si singulière et étonnante de Beckett. Oui, tristesse pour moi de ne pas pouvoir être parmi vous, car j'avais tellement le désir de venir la réécouter chez toi, mais bonheur pour vous, car votre soirée sera une soirée formidable. Ce livre si intelligent, si pertinent, si savant, si hors des chemins battus, nous accompagnera jusqu'à notre dernier jour, à lire et à relire, tant il nous aide à nous déprendre de toutes nos assignations à résidence. Creuser, explorer la langue et le langage est un travail sans fin, et Marie-Léma Jésic nous invite à ne jamais croire qu'il faille obéir au tiens-toi-le pour dit. Ce qu'elle tisse entre l'impact du regard et de la voix, à partir de l'écriture de Beckett, trace pour le lecteur en lui des chemins d'ouverture éblouissants de vérité quant à la complexité de notre vie psychique que l'on voudrait actuellement éradiquer. Son travail est un véritable cadeau, qu'elle en soit vivement remerciée. Je vous remercierai beaucoup. C'est signé Becky. C'est signé donc Liliane Yasansky. Je suis très touchée. Oui, je tenais beaucoup à vous le lire, parce que non seulement qu'il est élogieux, mais il est aussi extrêmement juste. Et elle a eu une façon, je trouve, de rassembler au fond l'essentiel de ce qui est le travail que vous avez fait dans ce livre. Alors après ça, il faut que je trouve un ton pour... ça me rend la tâche plus difficile. Oui, bon, je n'écris pas, moi je préfère parler oralement, donc ce sera comme ça vient. Je voulais vous dire que c'est vraiment un livre d'une densité remarquable. C'est un livre, du coup, qui n'est pas facile, un peu comme l'écriture de Beckett, et vous êtes attelé à un travail extraordinaire avec on sait bien que l'écriture de Beckett est une écriture extrêmement abstraite, difficile, énigmatique, et vous en faites quelque chose, vous avez un abord tout à fait analytique, et ça donne à son écriture peut-être toute sa portée. Alors je crois qu'il y a eu beaucoup de choses écrites déjà autour de Beckett, mais le vôtre, je pense, est singulier. C'est vraiment l'écoute de l'analyste qui vous tendez l'oreille pour essayer d'entendre la voix, je dirais, de Beckett à travers son écriture, dans cette écriture dire. Vous écrivez ça en un mot, écrit-dire. Et ça, c'est tout à fait remarquable.
Alors, bien sûr, vous insistez sur le fait, oui, en fait, l'essentiel de votre livre porte sur la fonction de l'écriture chez Beckett. Et cette fonction de l'écriture, vous l'attrapez autour des opérations de langage, d'écriture, que vous saisissez, hein, et qui le conduisent à la métaphore et qui lui donnent une force de vie pour vivre. Or, il se trouve que c'est vrai qu'il faut le rappeler, et je suis sûre que vous nous le direz bien mieux, c'est que Beckett est né dans des conditions catastrophiques, après un accouchement très douloureux, et comme il le dit et sur lequel vous insistez, il n'est pas mort-né, c'est un vivant assassiné. Et donc c'est à partir de là qu'il va se débattre dans le noir, dans la boue, dans le malheur. Et ce qu'il y a d'exceptionnel chez Beckett et que vous avez vraiment montré avec force, c'est combien il ne s'agit pas de s'apitoyer sur son sort, mais de reconnaître la force avec laquelle il s'est battu pour vivre, mais en se tenant au plus près de cette douleur d'origine et à partir de la voix qui le mettait, qui l'écrasait sur le dos par terre, dans le noir. Et il disait, il me semble au début, qu'au fond c'était un corps-oreille. Il n'avait qu'une oreille qu'il tendait à cette voix pour essayer, parce que c'était une voix dont il ne savait ni d'où elle venait, ni à qui elle s'adressait. Donc il fallait qu'il donne, comment dire, qu'il traduise, que c'était des sons, du bruit. Qu'est-ce que c'était que cette voix? Oui. Alors en fait, je me demande si je crois qu'il y a une traversée des voix chez Beckett qui ne sont pas les mêmes. Il y a les voix au début, vous le dites, son enfance a été absolument une épreuve. Enfin, il y a en moi un être assassiné, dit-il, c'est pas rien. Et puis il y a cette chute aussi étrange qu'il a fait. Enfin, Nourrisson, on l'a retrouvé en bas de l'escalier sans que la chute ait jamais été expliquée. Donc on se demande d'où et comment il a pu tomber, puisque il n'a pas franchi le pas tout seul. Donc il y a ce départ, et là, inévitablement, cette voix autre qui semble maternelle quand enfin, si vous voulez, j'aime pas dire maternelle pour identifier, condamner, cette pauvre mère qui a fait ce qu'elle a pu, comme elle a pu, mais c'est pour cela que ce terme de autre de Lacan est très précieux, parce que ça permet justement de symboliser ce qui pour l'enfant a été quand même très écrasant, c'est-à-dire ce que moi je lisais notamment dans Compagnie, puisque ça a été le livre à partir duquel je suis partie, je me suis basée là-dessus, étant donné que c'est une autobiographie, enfin à la façon Beckett, quoi. Mais il dit à un moment que oui, il raconte ces chutes du Mélèze. Et alors, je suis allée en Irlande, je me suis rendue à Foxrock pour voir ce que c'était que la hauteur du Mélèze. Et c'est vrai que c'est très impressionnant. Mais ce qu'il y a de fantastique, c'est que la mer, en fait, il associe immédiatement ces chutes à la mer. Alors la voix, cette voix maternelle, c'était quoi? C'était et c'est celle dont je suis partie, c'est celle de la douleur. Cette souffrance, cette douleur, il restitue ce que la mère a pu thésauriser de cette douleur de l'accouchement, ces 10 heures d'accouchement qui n'en finissaient pas et qui se sont terminées. Ça a été le mot
Sage-femme. Oui, mais enfin oui, l'aide en tous les cas, et qui, 10 ans, lorsque le père est arrivé, ça y est, enfin c'est terminé. Ça n'a pas été, c'est un garçon, voilà, il est né, non mais terminé. Et Beckett le reprend, après bien sûr, il reprend, il dit terminé. Donc, si vous voulez, ça a été, le point de départ, ça a été là, c'est-à-dire cette sorte de voix qui n'était même plus la sienne, qui n'était pas même dissociée de lui. C'est-à-dire que au début, je me suis demandé, ma première question, ça a été, mais d'où vient le mouvement? Comment, dans cette sorte de magma, comme cela, indissocié, englué comme cela dans l'espace maternel, où a-t-il trouvé le mouvement pour pouvoir un peu se décaler? Et je crois qu'en effet, la douleur est importante parce que ça a été le premier pas pour se dissocier. Enfin, cette douleur qui était aussi sienne, déjà réalisé que cette douleur était sienne aussi, ça a certainement été une respiration et ça lui a permis de se tenir, de se dissocier de cet englument maternel. Alors, peut-être à ce moment-là, un début de voix. Parce que je ne sais pas si au début c'était dissociable, je ne crois pas. Et ensuite, il a analysé ça à travers différentes pièces, enfin différentes pièces et différents écrits, comme cela restitue ce travail des voix, mais qui sont très différentes les unes des autres. Et c'est ça qui était très intéressant également, c'est de suivre un peu cette évolution. Mais il y a une pièce qui s'appelle Pas, et où en effet, d'ailleurs, c'est la jeune qui est vraiment psychotique, enfin, il n'y a pas là d'hésitation, s'appelle Mai, du nom de la mère, donc, et c'est la mère qui lui parle, comme cela, en voix off presque, enfin, voilà ce que je pourrais dire des voix, quoi. Si vous voulez, l'idée n'est pas poser des diagnostics, quoi. Enfin, c'était pas ce qui m'animait. C'était plutôt de m'enrichir furieusement de ce que Beckett apporte de tellement dense, riche, lucide, et puis je dirais d'une rigueur, mais d'une précision tout à fait exceptionnelle. Donc la structure, c'est pas tellement un diagnostic psychiatrique qui lui serait comme cela, qu'il figerait. Non, la structure, c'est plutôt, justement, c'est pour cela que j'appelais ça dans mon premier chapitre opération d'écriture, opération de structure, parce que il y a en effet dans le langage cette assise qu'il prend dans le langage avec le réel. Je vois pas comment on pourrait le nommer autrement, puisque lui-même le nomme ainsi. C'est-à-dire ce qui le déborde d'angoisse, c'est ça le réel. Précipité dans la langue, dans le langage, cela donne, eh bien, une configuration qui a une certaine structure, et son génie, ça a été son génie humain, c'est ce que je dis, ce génie vraiment d'être homme avant même d'être écrivain, quoi. Enfin, c'est d'avoir su repérer ces points d'appui pour pouvoir s'en servir et progresser. Alors, certes, il a fait une analyse avec Bion pendant 2 ans, et alors à la façon dont Beckett prend les choses au sérieux, c'est-à-dire que il n'y allait pas comme ça une fois de temps en temps à une séance. Il disait, il y a une lettre où il dit je me consacre uniquement qu'à cela, comme on doit faire pour ces choses essentielles. C'est donc il a passé 2 ans massivement. Mais il en a fait quelque chose. Voilà. Vous dites aussi, je crois que il ne s'est pas contenté que de faire une analyse. Il a beaucoup lu de textes analytiques, Freud, Jung et d'autres. Oui, bien sûr. Je me suis demandé s'il avait lu Lacan. Il en parle pas. Il aurait pu. En tous les cas, ce qu'il y a de certain, ce qui me semble, c'est que c'est l'utilisation de la structure qu'ils ont eue en commun.
et qui fait qu'ils parviennent quand même à des points de jonction très similaires, en effet, sur le rien, sur le vide, sur la question de la voix, sur la fonction de l'écrit. Enfin, il y a plusieurs éléments, mais je ne crois pas qu'on gagnerait à dire que tout, enfin, tout l'un est dans l'autre et tout l'autre est dans l'un, quoi, parce que la fonction est totalement différente. Mais en revanche, la rigueur analytique et l'utilisation de la structure, j'ai pas d'autre mot, oui, ça, opération d'écriture, opération de structure, oui, ça c'est l'un et l'autre. Oui, vous dites même quelque part, il me semble, que Beckett aurait précédé Lacan. Bah, écoutez, c'est de facto, quoi. Enfin, puisque déjà, enfin, oui, parce que ce qu'il faut dire, ce qui permet de dire ça, ce qui moi m'a permis de dire ça, c'est qu'en 28, il avait 24 ans. En 28, oui, il écrit une analyse de Proust, mais enfin, je ne vois même pas Lacanien aujourd'hui être en mesure d'analyser de cette façon-là. Plus lacanienne, c'est pas possible. Or, c'est sûr que c'était pas, enfin, il n'avait pas lu Lacan, quoi. Ça, c'est évident puisque Lacan lui-même n'était pas encore publié. Mais il repère chez Proust la fonction de la métaphore en disant que justement ce sont des métaphores florales, dit-il, et que ces métaphores florales cachent, enfin veulent absolument unifier et faire exister un rapport sexuel qui n'existe pas. Enfin, on met du temps avant de comprendre cela chez Lacan, et Beckett le saisit, mais avec une acuité fulgurante, donc il avait 24 ans. C'est assez étonnant. Alors, il connaissait Dante presque par cœur, quoi. Il récitait la Divine Comédie. Ça, je pense que c'est très important. Enfin, il y a certains textes comme ça, littéraires, c'est vrai, qui ont une ouverture. Et puis, il s'est servi de sa souffrance, quoi. Enfin, je crois qu'il s'est servi de ce malaise. Enfin, c'était plus qu'un malaise. Je sais même pas comment le qualifier, comment le dire. Cette impossibilité de vie. Enfin, il y avait... De respirer. Voilà, c'est ça. Sens propre et figuré. Absolument, oui, je suis partie de là, d'ailleurs. Oui, c'est de cette phrase qu'il dit à Charles Juliet, où il dit, écrire, on ne fait pas ça pour publier, on fait ça pour respirer. Et ça, je crois que c'est pas du tout une façon de parler. D'ailleurs, ailleurs, il dit également écrire ou périr. Et c'est pas une plaisanterie, quoi. Enfin, je crois qu'il n'avait pas le choix. Et donc, c'est cette douleur extrême qui l'a acculé à une tâche et à une rigueur, mais en tous les cas, pour nous, c'est lui le cadeau. C'est spectaculaire, quoi, parce que comme analyste et comme analysant, on est très très ébloui, quoi. Oui, comment l'avez-vous rencontré? Vous en parlez à la fin de votre livre, puisque vous l'avez vu en effet une fois au PLM, où il allait boire ses cafés et vous aussi. Mais comment vous diriez quand même cette rencontre? Oui. Alors, qui vous a mis dans un tel travail. D'ailleurs, on peut se demander comment on sort même d'un travail comme ça, sûrement très modifié. Oui, enfin en tous les cas, oui, le rapport à, oui, il y a un rapport à l'analyse même qui est modifié. Oui. Alors, bon, puisqu'il n'y a que des analystes, vous allez m'analyser, me dire justement le point où, mais j'ai vu en effet Beckett. Alors je le mets à la fin parce que je dois dire que j'avais pas du tout pensé pendant toute mais en point de clôture, c'est vrai que ce Comment dire, qui est la dernière œuvre que Beckett ait écrite en maison de retraite, tout seul, abandonné et malade, et
il termine sur ce comment dire, alors qu'il ne parlait plus, que c'était la dégradation totale. Et encore tout de même, c'est comment dire. Et j'ai trouvé ça tellement magnifique, enfin que jusqu'au bout, non, il était dans le questionnement, dans l'interrogation de cette parole pour parvenir à dire au plus près justement de cet indicible, de la bon, de ce que c'est que d'être, quoi. Et j'ai écrit à la fin, en effet, cette rencontre. Et alors, certains m'ont dit, mais il aurait fallu le mettre au début, parce que, ben voilà, ça expliquait pourquoi tout à coup tu as été investi par Beckett. Alors, vraiment, je suis très honnête, mais non, pas du tout. Je trouve que d'abord ça détourne même, parce que je suis pas arrivée à Beckett à cause de cette... Enfin, d'abord, ça fait un petit peu vraiment la petite fan comme ça de Beckett et qui se met du coup à travailler et à lire. Non, ça n'a pas été comme ça. Mais par contre, non, je le disais d'ailleurs précédemment, en fait, mon travail avec Beckett a commencé en 2005. C'est très précis parce qu'il y a eu des journées à Cerisy-la-Salle qui ont été organisées et on m'avait invité. Et j'ai donc fait un travail qui avait convenu, quoi. Et du coup, on m'a demandé, Evelyn Brown ensuite m'a demandé un travail, et moi-même j'ai écrit, enfin bon, voilà. Donc j'avais 4-5 textes, je me suis dit, bon, bah, c'est facile, je vais les réunir, et puis je vais publier ça. Et me voici commençant à reprendre l'œuvre de Beckett, et là j'ai été complètement submergée, j'ai refondu, refait, repris complètement un chemin différent, puisque bon, j'ai saisi compagnie et oui, j'ai cherché quels étaient, parce que c'était très éclairant pour moi également, enfin dans la pratique, quels étaient les points d'appui. Je trouve que ce qu'il fait de la douleur, c'est magnifique, et c'est vrai on reçoit parfois des gens dans des difficultés énormes, et de pouvoir localiser aussi la douleur comme oui, Freud dit que c'est une pseudo-pulsion. Oui, hein, voilà. Oui, voilà. Je trouve ça très intéressant parce que c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que ça lui permet au moins de reconnaître que la douleur, elle est sienne aussi, et pas seulement de l'autre. Déjà ça, c'est une dissociation, et c'est un début. Enfin, du coup, quelque chose peut avoir lieu. Quelque chose peut débuter, quoi. Vous avez parlé du travail de Beckett très jeune, donc sur Proust. Alors, la parole est aussi tout à fait aux collègues qui sont sur Zoom. Et on a une collègue qui peut-être aura envie de vous interroger un peu sur ce que vous avez dit de Beckett et Proust. Elle semblait pas tout à fait d'accord. Je ne sais pas si elle a envie d'intervenir. Est-ce que Joséphine est bien là? Oui, je suis là. On t'entend très très bien, Ah bon, pardon, je vais baisser le ton alors peut-être. Non, non, pas du Bon, je ne sais pas si j'avais vraiment envie d'intervenir, mais comment dire, vous avez à l'instant, Comment dire? comment dire, ben oui, c'est très beckettien évidemment. Vous parliez à l'instant du rapport, si on peut dire ça comme ça, Lacan-Beckett. Vous avez soulevé la question de la métaphore, et en relisant moi ce Proust de Beckett, j'ai été très frappée par le fait que, comment dire ça, il anticipe absolument à ce moment-là ce que Lacan appellera l'éthique de la psychanalyse. Il le fait d'une manière absolument remarquable, et vous ne le dites pas dans votre livre,
Ah mais Enfin, oui, c'est enfin, tout à fait je suis complètement en accord avec ça et il me semble quand même que je souligne à chaque fois, si vous voulez, ce que j'ai peut-être évité, ce à quoi vous avez été sensible, c'est que j'avais peur, en effet, que ce soit comme Beckett, non, comme non, Beckett. mais Bon, alors c'était ça que je me suis un peu tenue à l'écart de ça. En revanche, les articulations, il me semble que je les ai pas ratées et je pense que ça a été surtout, c'était pas tellement pour moi les rater d'ailleurs, mais je crois surtout que Beckett s'est servi de ces articulations-là, c'est-à-dire que justement, il y en a un qui écrivait pour ne pas respirer et que lui devait écrire absolument pour respirer. Donc, je oui, crois que voilà, Proust oui, a été essentiel dans le parcours de Beckett, dans le parcours d'écrivain de Beckett, pour trouver, justement, pour débroussailler, savoir comment procéder, ce qu'il lui fallait éviter, et voilà, les repères qu'il voilà. voulait lui prendre. Voilà, c'est le point sur lequel je n'étais pas d'accord, à vrai dire. Oui. C'est de dire que Proust écrivait pour ne pas respirer. Ça, je Ah, trouve que ça, c'est quand même un peu fort, quoi. oui, bien sûr. Il est Dit comme ça, vous asthmatique. avez raison. Moi aussi, je suis pas d'accord avec moi. Ça, oui, bien sûr, qu'on ne peut pas dire que Il est Proust pas, écrivait il pour est ne pas. asthmatique. Bon, il a sa part de responsabilité. Il aime trop sa mère, il aime trop sa grand-mère. Ok, c'est certain. Mais ce n'est pas à mettre en lien avec le fait qu'il devient écrivain, puisque toute Ah sa oui, recherche, tout de même, tout le travail, tout ce temps perdu, qui finalement n'est pas si perdu que ça, puisqu'il en vient par une espèce d'épiphanie, et d'ailleurs par une épiphanie, oui, on peut le dire, et Beckett en parle comme ça, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, c'est il reprend la fin, le temps retrouvé, le trébuchement sur les pavés de l'hôtel de Guermantes, qui font revenir ce qu'il a cherché en vain à mettre en évidence par sa mémoire, la mémoire vulgaire, comme dit Beckett, il a bien raison de l'appeler comme ça, et qui ne sert à rien. Hein. Et qu'il découvre en effet quelque chose qui est de l'ordre de l'éthique. Il faut que je reprenne un petit peu là, je n'y vois pas très bien chez si vous moi. voulez, il y a un point important quand même, c'est que euh, Beckett relève l'amour fusionnel, dénonce l'amour fusionnel, la recherche de l'un, il le dit presque comme tel, je crois bien, de Proust. Il dénonce également justement ce rapport à l'écriture. C'est cela que je signalais avec la question de la métaphore, parce que ce sont des métaphores symboliques, je dirais. Ce sont des métaphores symboliques puisque, en effet, les fleurs viennent là témoigner d'une comment on dit, d'un rapport fusionnel. Et alors, je ne sais pas si c'est cela Et que vous même appelez sexuel, éthique, mais à ce moment-là, du tout. on a, Ah non, pas du tout. ah bon, d'accord, Pas du d'accord. tout. Donc là, c'est plutôt justement une fonction de suppléance de l'esthétique, quoi. Ce à quoi Beckett se refusera. Et Beckett finira par dire que chez Proust, le temps n'est pas perdu, il est aboli. Et il me semble que ce qui est très important dans la démarche de Beckett et la façon dont il a pu se servir de sa lecture de Proust, c'est que il me semble justement, en tous les cas, c'est ce que j'en propose, c'est que au lieu justement de partir du côté du temps, de la mort et quand même d'une réclusion dans une chambre pour écrire, je ne dis pas que Proust voulait. D'abord, il ne s'agit pas de déconsidérer Proust ou de dire j'aime pas Proust et je préfère Beckett. Enfin, c'est pas ça du tout qui est en jeu. Moi, ma question était simplement de savoir
comment Beckett a pu se servir de Proust pour lui-même pouvoir trouver son chemin et prendre ses nouveaux points d'appui. Il y a eu la douleur, il y a eu la lecture de Proust, voilà. Bien sûr, c'est des phases comme ça que je propose. Je ne peux pas vous dire ça s'est passé comme ça, mais inévitablement, la façon dont il lit vraiment les points de repère, la structure de l'écriture de Proust, c'est qu'il y est attentif et qu'il s'en sert, quoi. J'ai la faiblesse de mettre en connexion la question de cette respiration, parce que qui était centrale chez Beckett, de ne pas pouvoir respirer. Enfin, il a eu des problèmes, il est mort de ça, mais bon, c'est peut-être autre chose. Mais ces problèmes respiratoires ont été au centre de son existence tout de même. Et c'est difficile de parler de l'écriture de Marcel Proust sans parler quand même aussi de cette question de respiration, de rien que d'ailleurs dans la lecture même de la phrase. Du coup, je me perds. Je voulais dire autre chose par rapport à ce que vous disiez. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si Proust, justement, s'est connecté, enfin, était attentif au temps et à la question de la mort et de l'amour, il me semble que justement Beckett, au contraire, n'a pas mis, et ça a été, je crois, très utile pour Beckett, enfin, en tous les cas, on peut le saisir là, c'est peut-être autre chose qu'il lui a fait, mais là, on peut le saisir, c'est que c'est pas le sujet qu'il met au centre, c'est l'objet. D'ailleurs, il le dit, il dit de Proust que, à vouloir un sujet trop pur, on cherche un objet trop, à vouloir un sujet pur, on cherche un objet pur. Et que ça, forcément, c'est une volonté qui échoue. Lui ne va pas partir du sujet, il va partir du corps. Il va partir de son symptôme et de sa douleur et de ce qui est impossible. Et donc, il ne va pas chercher un objet pur pour répondre à un fantasme du sujet. Il va plutôt rencontrer les objets. Voilà, c'est Watt qui cherche son banc. Voilà, il le trouve, du coup, il sait s'orienter, il sait où aller. Ça, c'est très important. Mais si le banc est occupé, bien entendu, c'est la panique. Donc, il lui faut impérativement trouver autre chose. Et c'est ça qui est, enfin, que j'ai trouvé magnifique chez Beckett, c'est cette expérimentation qu'il fait dans chacun de ses écrits, en quelque sorte, de son rapport, de la façon dont il constitue son rapport au monde pour pouvoir survivre, quoi. Voilà. Mais si vous voulez, c'est sûr que la respiration est très importante dans l'écriture, hein, mais alors, je ne sais pas, j'ai lu Valère Novarina simultanément aussi, parce qu'il y a quand même quelque chose d'une écriture totalement différente et d'un rapport à l'écriture très différent. Mais chez Beckett, ce qu'il y a de surprenant, c'est cette lucidité, cette propreté, quoi. Il a une sorte de, je sais pas, c'est pur, c'est propre, c'est précis, c'est mathématique quasiment, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est assez spectaculaire, quoi. Et du coup, très utile, parce qu'on voit la démarche, en effet, on voit de comment il passe du banc, et puis ensuite, il y a, oui, là, alors, bon, il y a le rien, ça je crois que c'est vraiment très important, ce rien saturé, quoi. Enfin, ce rien de l'anorexie, enfin, il le fait vraiment, il le rend très sensible. Il y a le regard, il y a la voix, enfin, il y a une construction comme cela d'un monde. Et alors, bon, la voix, on en reparle, on reviendra peut-être après sur la question de la voix, mais dans son rapport à la lettre, à l'écrit, quoi. Enfin, parce que ça, c'est, je crois, oui, intéressant. Je souligne simplement ce que Beckett, hein, c'est Beckett qui le dit, qui relève cette métaphore florale pour justement masquer la relation homosexuelle. C'est cela que dit Beckett, quoi.
Il y a quelque chose, je le dis de façon brute de forme, mais c'est cela qu'il repère. Et ce qui me semble, donc ça me semble intéressant. Et si vous voulez, moi personnellement, comment j'ai abordé la question de la métaphore, je le dis en effet. Bon, d'abord c'est une histoire de ma vie, quoi. Enfin en quelque sorte. Je me suis pris les pieds dans la métaphore quand je suis née, quoi. Il y a quelque chose d'un peu de ce registre-là. Euh, Là, si vous voulez, j'étais dans des études littéraires parce que bon, travailler par l'écriture et le théâtre et ces choses-là depuis toujours. Et dans mes études littéraires, j'étais toujours très déconcertée par les lectures critiques que l'on faisait. Je comprenais pas je comprenais pas de quoi ça parlait de l'auteur, ça parlait du texte. Enfin bon, je le dis au début, c'était où le texte et pas l'auteur, ou l'auteur et pas le texte. On avait l'impression que le texte, en effet, l'auteur dérangeait son écriture. Enfin, il y avait quelque chose de très confus dans l'abord de l'écriture. Ou alors c'était des écritures psychanalytiques, des lectures psychanalytiques d'Hugo, que je me souviens, enfin bon, c'était des applications qui étaient extrêmement redoutables. Donc j'étais pas au clair avec cette lecture-là. Et puis il a fallu que je lise le séminaire 3 de Lacan avec la question de la métaphore paternelle. Et où tout à coup, mais ça a été pour moi une illumination de considérer, et c'est pas un artifice, parce que quand on lit Freud, justement, Inhibition, symptômes, angoisse, quand on lit tous ces textes premiers, la façon dont Freud parle du symptôme, elle est éminemment métaphorique. Le symptôme est métaphore. Il ne le dit pas comme tel, mais il le décrit comme tel. Et la structure du patient émerge à travers le statut métaphorique, abouti ou pas. Quand je relisais la Inhibition, symptômes, angoisse, et c'est vrai qu'il y a, quand il parle de la phobie, et du cheval, justement, qui n'est pas métaphorisé, et les loups, de l'homme au loup. Et cette émergence comme cela de ce qui a dérapé dans la métaphore me semble intéressante, justement. Alors, chez Beckett, non, Beckett ne pratique pas la métaphore, il n'y a pas de métaphore dans Beckett, on est tout à fait... Justement, c'est d'autant plus louable son écriture et son processus de vie, je dirais. Il n'est pas dans ce chemin fantasmatique, on va dire. Par contre, j'isole une métaphore. C'est au moment où il y a ces chutes, en effet, il chute, donc il y a des chutes dans Beckett. Ça, je ne suis pas la seule à le dire, tout le monde dit qu'il y a des chutes, mais on en fait quoi de ces chutes? Or, il me semble qu'en effet, il y a un moment où la chute se transforme en saut. Il y a un moment absolument crucial dans Compagnie, qu'il restitue dans Compagnie. C'est ce moment où le père, dans une position justement, c'est très intéressant parce que quand il est en haut de son mélèze, sa mère est en bas et il entend sa mère dire il a été odieux. Bon. Lui, pendant ce temps-là, se précipite du haut du mélèze et la chute est amortie uniquement par les branches du bas, dit-il. Il reste quand même complètement abruti pendant un certain temps et puis il recommence et il remonte. Bon. Et un jour, il se trouve au bord de la mer, comme cela, dans un lieu élevé, hein, et son père est en bas. Et il y a la tête qui flotte comme ça du père, et le père lui dit « Vas-y, saute ». Et là, je crois qu'il y a vraiment un moment, un tournant. C'est-à-dire, il me semble qu'à ce moment-là, il pouvait aussi bien décompenser, quoi. Enfin, qu'il y a quelque chose qui pouvait lâcher. Il le dit d'ailleurs, enfin, il dit que c'est la voix qui lui a permis au corps de ne pas se décomposer. Il était au bord de cette décomposition, explosion-là. Et le père lui dit « Saute, le monde te regarde ». Et je crois que c'est ça la métaphore.
là, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est-à-dire que le père lui permet tout à coup, mais lui dit que il existe pour le monde. Enfin, c'est pas rien. Bien sûr que le monde ne l'a pas regardé à ce moment-là, mais lui qui n'était vu de personne, qui pouvait sauter de son mélèze des 20 mètres, bon, la mère n'avait rien d'autre à dire qu'il a été odieux et personne ne le voyait et ça n'intéressait pas grand monde. Il existe pour quelqu'un. Il y a une scène aussi assez pathétique dans Nelson que l'on trouve, qui est une très riche biographie. Il rentre de l'école, il a raté le bus, je ne sais pas quoi, enfin il rentre de l'école et il rentre à pied. Je ne sais pas combien il y a de kilomètres de Foxrock à Dublin, mais enfin c'est assez conséquent. Et épuisé, il s'endort sur le bord de la chaussée. Il a 6 ans, 7 ans, quoi. Enfin, il dort comme ça sur la rue et c'est son père qui vient le rechercher, quoi. Donc, oui, je crois que c'est un enfant qui n'était pas vu. Enfin bon, le père était très sensible, la preuve. Mais tout à coup, je crois que le père lui a ouvert le monde et que du coup, quelque chose a pu se jouer pour lui. Et j'en vois la confirmation de cette lecture, parce que chaque fois que je posais une hypothèse, j'essayais de voir si ça tenait le coup quand même, de vérifier. Et il me semble que j'en vois la vérification dans la façon dont il dit être venu à l'écriture, justement. Parce que c'est exactement dans la même configuration. C'est au-dessus de la mer, dans un moment de tempête, et où tout à coup, il a réalisé son pire et son meilleur. Et à partir de là, du coup, alors ils se mettent à écrire tel qu'on le connaît. Je me suis basée, moi, surtout sur les lettres, en fait, et sur c'est très biographique. Alors, ce que dit Bram Van Velde, et je crois que c'est à prendre au pied de la lettre, chez Beckett, il n'y a rien qu'il écrive qu'il n'ait vécu. Donc, on a une ouverture comme cela sur l'écriture. Maintenant, de là à prendre chaque roman si vous voulez, j'ai du mal à articuler en effet le rapport au père parce qu'il était très proche de son père. Ça a été heureusement qu'il a eu ce père-là, quoi, parce que sinon on ne voit pas bien ce que ça aurait pu être si le père était attentif. Alors il dit plusieurs choses très négatives du père, et ça en effet, alors il y a dans Molloy, il y a dans différents endroits où il le maltraite. Alors il le maltraite par rapport à il me semble que Beckett, je ne pourrais pas citer là comme ça avec précision les lieux, mais je pourrais, si je recherchais, je pourrais le dire. Mais les fois où Beckett est foudrage contre son père, c'est de ne pas s'être interposé avec sa mère. Il le dit quasiment, c'est-à-dire que, bon, c'est un classique, mais il le dit notamment à la naissance, c'est-à-dire qu'il a laissé en effet les 10 heures et lui, il s'est carapaté, quoi. Le père est parti dans la nature parce que c'était insupportable. Et ça, tout de suite, il le dénonce. Enfin bon. Alors il y a cela, mais lorsque son père est mort, ça a été un effondrement total. Enfin, on n'était pas sûr. C'est là justement qu'il y a eu l'analyse. Heureusement qu'il y a eu Bion à ce moment-là, d'ailleurs. Alors, comment le lire? Moi, je dirais que, justement, ça fait partie de ces romans, jusqu'à l'Innommable, où elle va essayer de travailler
le rapport à la mère, le rapport au père, mais ce qui est intéressant, et surtout la façon dont vous le dites, c'est qu'en effet, c'est complètement parallèle, quoi. Enfin, c'est pas des histoires qui s'imbriquent, c'est pas papa-maman, quoi. Enfin, il y a véritablement un chemin pour lui à faire d'un côté, et puis un autre de l'autre côté. Et puis ensuite, donc, ça fera un pas de plus. Mais je crois qu'il commence à vraiment travailler les choses à partir de l'innommable où il est dans le langage, quoi, voilà. Ça, c'est vraiment essentiel, le moment après l'analyse, je pense, où il dit justement « je ne suis fait que de mots euh, ». Ça, c'est, ne l'oublions pas. Cette dimension d'être de langage, justement, si Lacan a dit ça, Beckett le démontre amplement, quoi. Enfin, et c'est ça qui l'a sauvé. Oui, parce que c'est ça qui est très essentiel, c'est que s'il n'était pas que de langage, bah, il n'y a pas d'issue, quoi. C'est ça qui est génial dans cette affaire de langage, c'est que, qui est du corps, bien sûr, bon, mais si tout ce qui est langage, eh bien, est une ressource pour celui qui l'utilise. Tout ce qui n'est pas langage, bah, du coup, il en est objet. Donc, cette dimension de langage, c'est de ça dont il s'est servi absolument de façon phénoménale, c'est de comprendre qu'il n'était fait que de mots. Et que donc, c'est là qu'il fallait travailler. Et ça lui a pas mal réussi, quoi, enfin. Voilà, vous n'avez pas parlé jusqu'à présent, je ne sais pas si vous l'avez abordé en détail dans votre livre, la question du passage de l'anglais au français dans l'écriture. Et en retour, je crois, il a écrit aussi ou retraduit des textes du français ou donné des versions anglaises de certains textes. Parce que je me rappelle d'une réponse qu'il avait pu faire, ou en tout cas une affirmation qu'il avait pu faire, c'était la suivante: si j'ai écrit en français, c'est parce que, en partie, je n'aurais pas pu écrire, m'adresser à ma mère les choses injurieuses que j'ai écrites, ou enfin quelque chose dans ce registre-là, je ne pouvais pas. Et je me demande si c'est pas quand même en rapport d'une part avec la question de la respiration, respirer un peu plus en français qu'en anglais, et puis d'autre part avec la question de la métaphore, parce que la métaphore c'est quand même un écart par rapport à la chose, enfin un écart on pourrait dire entre deux signifiants. Et là, passer de l'anglais au français, il crée un écart. Est-ce que ce serait quelque chose qui serait un travail sur la métaphore, ou si vous, puisque vous affirmez qu'il n'y a pas de métaphore dans son écriture, ce qui m'étonne pour ma part, est-ce que ce passage d'une langue à l'autre n'est pas alors un substitut à ce travail métaphorique? Oui, oui, c'est important en effet de rappeler cette affaire de l'anglais. Il dit carrément dans une lettre, il dit que lorsqu'il écrivait en anglais, ça le dépersonnifiait. Donc, il n'avait pas le choix. Alors donc c'est ça, ça le dépersonnalisait, ça le dépersonnifiait, je ne sais plus exactement, mais c'est entre ces deux mots-là, oui. Dépersonnifier, oui. Donc il y a cette nécessité pour lui de passer au français, ça a été impérieux. Mais justement, je vois à la fin, lorsqu'il revient à l'anglais et lorsqu'il se met à traduire ses textes et à réécrire quasiment, parce que c'est presque d'autres textes. Enfin, moi, je ne suis pas bilingue, mais ceux qui le sont, enfin, disent que c'est une réécriture quasiment. C'est assez exceptionnel, d'ailleurs, assez rare, quoi. Enfin, que quelqu'un comme ça ait écrit dans ces deux langues. Mais j'en vois justement la trace de l'amélioration, quoi. Enfin, c'est que justement, tout ce travail d'écriture a bien porté ses fruits, puisqu'il a pu accéder, une fois que bon, sa mère est morte aussi, bon, il a pu accéder à l'anglais, et alors il s'est mis à écrire en anglais. Et en effet, la fin est écrite le plus souvent en anglais, quoi. Et de toute façon, les textes qui n'y étaient pas, il les traduisait.
Alors maintenant, l'écart de la métaphore, bon, si vous voulez, on rentre dans des questions de structure, là, en effet, c'est-à-dire que euh, oui, c'est difficile de trouver que Beckett utilise la métaphore dans ses textes, parce qu'il dit cru les choses et il ne prend aucun détour, quoi. Enfin, c'est parfois même un peu presque difficile de soutenir l'écriture de Beckett. Moi, je crois qu'il faut le dire, ça aussi, c'est que c'est dur de lire Beckett, quoi. Enfin, quand on dit ah, j'adore Beckett, oui, bien sûr, mais je trouve que c'est une épreuve de le lire. C'est pas facile du tout. Pour lui, c'est certainement, enfin, justement, il y a une exigence terrible d'écriture, mais du coup, ça se répercute sur l'exigence aussi pour le lecteur. Hein. C'est pas simple. Et peut-être précisément parce qu'il n'y a pas ce rouage métaphorique. Mais je pense à l'écart dont vous parlez, qui me semble en effet intéressant, l'écart des langues. En tous les cas, ce qu'il y a de certain... donc il ne pouvait pas, ça le dépersonnifiait, c'est bien dire quand même que la structure n'était pas complètement névrotique, quoi. C'était délicat, mais ce qui me semble intéressant, c'est que il a su justement nouer les choses. C'est cela, c'est qu'il a su nouer les registres et donc faire métaphore de structure, je dirais, ou je sais pas, ou pas métaphore. Mais pour moi, la métaphore, c'est une sorte de nœud. En effet, c'est un nœud avec une expression imaginaire, une expression justement qui porte le réel. C'est ça qui est très intéressant dans la métaphore. Quand c'est pas une métaphore symbolique ou imaginaire, c'est-à-dire, je sais pas, dire du blé pour de l'argent, non, c'est pas c'est une métaphore imaginaire. Je sais pas, parler du blé comme le germe de la vie ou je ne sais quoi de la mort, bon, ça sera symbolique. La métaphore de Hugo que prend Lacan, c'est justement, c'est-à-dire que c'est la glaneuse et c'est le processus de la procréation qui est évoqué. Ce réel-là qui est indicible, l'impossible d'avoir un enfant. C'est ça qui est porté par l'image métaphorique. Et donc, il y a ce nouage de l'expression linguistique, de l'imaginaire, de l'image, mais aussi de l'indicible dans la métaphore. C'est ça que je crois qu'il n'a pas utilisé... alors on peut me dire, ah bah si, là il l'a utilisé, là il en a une, pourquoi pas, c'est pas cela, c'est pas son expression, la métaphore, alors que... je crois que cette structure même de la métaphore, il a réussi en effet à conjoindre ces différents registres par ce travail d'écriture, de ponctuation, de repérage, quoi. Oui, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est ce que... Merci. Juste une petite remarque complémentaire. Dans les textes de Beckett en français, les noms propres sont des noms qui combinent le français et l'anglais très souvent. On a l'impression, où on prend Godot, c'est à la fois God et Godillot, etc. Enfin, c'est juste pour souligner cet aspect. Je crois que c'est presque systématique dans ces textes en français. Les eaux d'écho. Ah, c'est le contraire. C'est les eaux d'écho. C'est pas l'écho des eaux. Non, c'est les eaux d'écho. Et c'est très intéressant parce qu'en effet, ce mythe de la nymphe écho, il ne l'attrape pas par Narcisse, il l'attrape par les eaux d'écho. Et ça, en effet, je m'en suis... enfin, ça m'a éclairée et j'ai travaillé avec ça. Et c'est comme cela que la question de la voix aussi me semble
Alors là, je crois qu'il y a un travail phénoménal de Beckett. Alors, bien sûr, quand on entend comme ça peut sembler un peu arbitraire. Le livre le démontre, quoi. Enfin, il y a beaucoup de citations de Beckett, il y a beaucoup de références et puis de déploiements, parfois même un peu qui se répètent. Mais je ne pense pas que ça paraisse arbitraire. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est que le travail d'écriture que Beckett fait en fin de vie est un travail en effet sur les voix, vraiment sur les voix, et je crois pour vider la voix. Et son écriture, je dis, assèche la voix. Je crois que c'est ça, c'est qu'il y a vraiment cette sorte de chute. Les lettres de Beckett sont des chutes de ce qu'il prend aux voix. Alors bien sûr, quand on dit chute, voilà, tout le monde entend chute, mais si vous voulez, c'est pas simplement un jeu de mots, justement. C'est ça, ce qui m'a beaucoup intéressé justement aussi, c'est que, si vous voulez, on fait de Lacan et de signifiant, etc., une sorte de mécanique insupportable et caricaturale, et ben voilà, chute, boum, voilà. Alors que Beckett permet de reprendre la puissance, la profondeur de ce et de l'ouverture extraordinaire que ça peut être pour un sujet, que tout à coup, de s'entendre, de se découvrir, de s'entendre ailleurs que dans le signifié qu'il allait, qu'il connaissait et qu'il répète. Donc tout à coup, il y a un effet de décollement et de création, quoi. Enfin, pour le sujet lui-même et pour la cure analytique, bien sûr. Alors, je pense qu'en effet, il le dit d'ailleurs, il parle du vide. Et la voix, il est allé au plus près, justement, de la voix, d'assécher ses voix. Alors pour moi, c'est l'image magnifique qui est à la fin du Dépeupleur, c'est-à-dire que il parle de ces hommes qui rampent dans le Dépeupleur comme cela, dans ces cylindres, et puis à la fin, mais si c'est un homme, il se relève, enfin, justement. Ça, je crois que cette magnifique respiration que on ne rampe pas une vie, définitivement. On rampe peut-être pendant une vie, mais si c'est un homme, alors c'est pour se relever. Et il est mort debout, je dirais. Enfin, il a certainement eu l'impression de ramper beaucoup, mais il est mort debout. Et ce comment dire, justement, qui vient, en témoigne, quoi. Mon propos est vraisemblablement excentré par rapport à votre grille de lecture, puisqu'aussi bien je ne suis pas psy, on va dire simplement, mais vous avez lâché le mot de chute. Alors, c'est un chutéeux, c'est ce que j'ai entendu. Donc, ce mot, ce terme me conduit à vous poser une question qui présente vraisemblablement un intérêt relatif par rapport à vos préoccupations, mais qui dit chute dit évidemment l'autre prix Nobel. Vous voyez à qui je fais allusion, puisque, bien. Donc, est-ce que vous pourriez, le cas échéant, formuler un rapprochement entre celui auquel je fais allusion. Moi, je crois que ça serait bien que vous le disiez. Non, parce que, excusez-moi, mais je le joue psy, mais chacun à sa manière. Donc, tout le monde aura compris que je ne parle pas de Renaud Camus, mais d'Albert Camus. Voilà, j'ai mis sur faisant les points sur les i. Donc, je voulais simplement vous demander si un rapprochement, selon vous, pouvait être opéré entre, plus généralement, l'œuvre de Camus, l'absurde notamment,
et l'œuvre de Nietzsche rapprochée de l'œuvre de celui dont vous nous entretenez? Alors c'est très amusant parce que j'ai travaillé sur 3 auteurs, Cocteau, Camus et Beckett. Alors j'ai un article en effet qui a été publié sur Camus, mais c'était sur l'étranger. Si vous voulez, alors mon prochain livre, donc je vous le dis, ça sera justement peut-être l'association des 3 parce que elle est pas évidente. Je vous le signalerai. Ah, mais je vais vous suivre jour après jour. Non, mais Excusez-moi, bah alors, je vous année après année, s'il vous plaît. non, mais je veux dire, mon propos tient au fait que je Oui. m'intéresse à Camus depuis moultes années et que je suis, mais ça n'a qu'un intérêt relatif, membre de la Société des études camusiennes. La parenthèse est refermée. Non, mais si vous voulez, il y a plusieurs étages. L'étage où je prends la question de la chute, c'est celle de Beckett, parce que c'est Beckett qui lui, parle de chute. Et il en parle copieusement, différentes. Il les énumère. Donc c'est celle-ci dont je me saisis. Ce ne sont pas des chutes philosophiques. Et quand vous dites je ne suis pas psy et ma grille de lecture, je dirais que ce n'est justement, j'ai dégrillé la lecture. Ça a été, oui, Absolument. j'ai vraiment, je me suis même laissée aller à cela, quoi. C'est-à-dire à faire comme si j'ignorais. Alors bien sûr, on a une candeur à un certain âge qui est quand même un petit peu émoussée, mais il n'empêche que je me suis laissée aller véritablement à chercher les points d'appui de Beckett, point final, quoi. C'est-à-dire comme dans une analyse, on écoute, on ne connaît rien, quoi. Enfin, on prend ce qui vient. On est obligé de trouver des repères, mais c'est celui qui parle qui les sert, quoi. Et je trouve que Beckett écrit, oui, avec un savoir analytique. Bon, il s'y est intéressé. Donc, la grille de lecture, c'est celle de Beckett. Je revendique que ce sont vraiment les repères beckettiens. On peut ne pas être d'accord d'ailleurs, mais c'est tout de même ma démarche. Voilà. J'ai refusé, mais d'abord c'est pas du tout ma nature, donc je n'applique jamais voilà. Et ça me fait penser à Lacan, et Lacan a dit, on retrouve. Non, c'est pas ça. Donc la chute chez Beckett, c'est le point de régénérescence dans la mesure où justement ça devient un sceau. Il le transforme en sceau. La différence entre un sceau et la chute c'est le corps qui précède le sujet, je dirais, qui tombe, voilà. Alors que dans le sceau, le sujet a intégré justement. Et du coup, d'ailleurs, ça permet au corps de tenir. Hein, c'est cela qui... Donc, bon, je vais vraiment pas m'aventurer au-delà, mais je vous signalerai. À suivre. Camus, Beckett, Cocteau, vous voyez, c'est... Et on pourrait mettre également, mais je m'arrête là, dans la boucle de Ionesco. Bah, j'ai aussi écrit sur Ionesco aussi, oui, quand même, vous voyez. Bon, c'est bien, vous êtes un fidèle Vous avez les mêmes lecteur. références, même si on n'a pas le même point de départ. Oui. Mais j'ai croisé Ionesco, ça a été pour moi une rencontre. Alors, Beckett, c'était comme cela, un peu anecdotique, quoi, enfin. Mais Ionesco, ça a été beaucoup plus poignant, quoi, enfin, presque pour moi. Et oui, j'avais écrit un article comme ça sur Ionesco, la rencontre. Voilà. Au fond, quelle richesse d'avoir affaire à des analystes que la littérature passionne aussi, ou qui viennent de la littérature. Bon, ici, on a un représentant, Serge, qui nous a entraînés depuis des années
dans ces voyages nomades où on lit des grands textes. Ah oui. Bon, mais sinon, on est certains ignorants, et je dois dire qu'on a eu tout de suite envie, à quelques-uns, de lire certains textes de Beckett, parce que pour vous entendre et pour vraiment en prendre la mesure, il fallait quand même retrouver la matière. Oui, bien sûr. Oui. Alors, ça a été Compagnie et Molloy. Oui, Pour moi, oui, oui. malheureusement, L'innommable. Inamois, il faut, Ah oui, vous lisez il y aurait l'Innommable, tellement vous aurez d'autres du- choses. Vous aurez du bonheur, l'innommable. Oui. Oui. Et on a très très envie d'en lire d'autres, mais c'est-à-dire que on Oui, a oui, un bien livre sûr. par mois, on est déjà presque dans le prochain. Mais je voulais il y a une question apparemment. Il y a Joséphine Roch qui redemande la Oui. parole. Oui, enfin, c'est une question, puisqu'on a élargi, si je puis dire, un peu le débat, ce qui est normal à partir de Beckett à d'autres auteurs. J'ai été très frappée dans ma lecture de Compagnie, comment dirais-je, j'ai eu le sentiment, je ne sais pas si vous en parlez dans votre livre, que je n'ai pas lu intégralement, je dois dire, par une démarche qui n'est pas sans évoquer celle de Descartes. C'est un espèce de discours de la méthode de Beckett. Enfin, ça m'est apparu comme ça, avec la mise en... Il prend les sens les uns après les autres, la voix, puis le regard, Oui, puis le toucher, le ramper, bon. Et donc, je me suis posé la question. Alors, peut-être que oui, vous, oui. qui avez travaillé Beckett, vous en savez davantage. Oui, Est-ce que Descartes était important pour lui? oui, Et bien il le sûr. reprend. Il le reprend à propos de Proust. Il a cette expression dans le Proust où il parle au moment où le narrateur a sa révélation dans l'hôtel des Guermantes et qu'il est dans la bibliothèque des Guermantes dans un état d'élation extraordinaire où Venise surgit enfin telle qu'en elle-même et telle qu'il n'a jamais pu la saisir avant. Beckett dit qu'il est, c'est très joli, enfin, il a beaucoup de talent et d'humour, c'est pas une découverte. Il parle du poil cartésien, le poil cartésien de la bibliothèque des Guermantes. Donc, Oui, oui. Il a écrit au horoscope, justement, aussi. C'était un. Il a gagné un prix littéraire, justement, avec Descartes. ah oui, c'est ça. Oui. Donc, oui, de toute façon, Beckett était immensément. Enfin, je sais pas, on n'a pas envie de dire cultivé, je sais pas comment on peut Oui, dire. non, Érudit. il était Érudit, oui. un savoir Une encyclopédique. érudition exceptionnelle. Il connaissait tous ses textes par cœur. Descartes, donc, on peut citer Kant aussi sur la question du rien, la façon dont il l'aborde. Il y a Heidegger aussi sur la question du langage. Enfin bon, je crois qu'il est pétri de tous ces textes-là, et c'est ce qui fait aussi certainement la proximité. Bon, je parle de Platon. Enfin, il y a ce qui fait la proximité avec bon, les croisements lacaniens aussi, parce que c'est évident que ce sont les mêmes, des références tout à fait communes. Mais ce qui m'intéressait chez Beckett, c'est que c'est pas une lecture intellectuelle. Justement, Oui. tant qu'il a écrit de façon intellectuelle, ça ne pouvait pas. Sa révélation, mon pire et mon meilleur, c'était ça. C'est que, justement, il ne va pas écrire avec Descartes, il ne va pas écrire avec Kant ou avec Dante ou avec bon, enfin, toute sa famille. Mais non, il va écrire avec son pire. C'est là uniquement qu'il peut trouver son orientation, cap au pire, non pas parce que c'est une fatalité, mais au contraire, pour ne jamais le perdre de vue, quoi. Enfin, et s'y tenir et advenir tel qu'il est advenu
en suivant ce cap. Je ne sais pas si c'est une... Oui, voilà. Voilà. C'est orientation, quoi. Voilà. Ne jamais perdre de vue le pire, parce que sinon, il vous revient. Ça, autrement. Et ça, Beckett l'a très très bien compris, c'est que donc réduire, travailler sans cesse, mais tenir ça devant. Il y a une autre chose justement, peut-être qui est importante de préciser, c'est le titre, le métier d'être homme. Et l'invention de soi-même, parce que justement c'est important. Alors déjà, oui, je voudrais dire que ce n'est pas le métier d'être homme, parce que pas les femmes. C'est homme dans cette dimension justement souffrante et humble, qui est homme, femme, qui est humaine. Voilà. Beckett dit quelque chose de très intéressant. Il dit, bon, je ne suis pas naturel. Et en effet, si les animaux procèdent de la nature, l'homme, non. Le langage empêche d'être naturel. C'est pas un produit de la nature. Enfin, il faut justement prendre son courage à deux mains pour faire tenir un homme debout, pour lui permettre de regarder justement. Rousseau disait cela. Quand on marche à quatre pattes, on voit par terre, mais quand on est bipède, on voit à l'horizon. Et en effet, il faut avoir le courage de regarder l'horizon, quoi. Mais juste pas dans un oubli, quoi. Enfin, dans une décision de porter ce qui nous regarde de plus lourd à porter. Alors, métier d'être homme, parce que Beckett parle de métier de vivre. César et Pavese en avait déjà fait un titre, donc métier de vivre, je ne trouvais pas que ça pouvait être repris. Beckett dit que cette magnifique formule, il dit moi seul suis homme et tout le reste divin. Et donc je trouve que voilà, le métier d'être homme, parce que justement, être homme, c'est pas naturel, c'est un métier, ça s'apprend, ça se travaille, ça se veut et ça ne se lâche pas. Et voilà, c'est un travail au jour le jour, et je trouve que, alors lui, Dieu sait si à chaque fois, 20 fois sur le métier, il a remis son ouvrage, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il n'a jamais cessé de dire. Oui. J'avais des associations qui me venaient à propos de être couché sur le dos, hein, cette voix qui est entendue par et qui est entendue par quelqu'un qui est couché sur le dos. Je pensais également à la métamorphose de Kafka. Oui. Et à ce personnage qui se réveille couché sur le dos et qui se réveille métamorphosé et qui n'est plus humain et qui a peut-être perdu ce métier d'être homme, qui a été déshumanisé de cette façon. Et je faisais aussi un lien, bon, peut-être qu'il n'existe pas, mais c'est des pensées comme ça que je suivais, avec le visage du père dans la mer, au moment où le père va appeler l'enfant, va lui dire « Courage, saute, le monde te regarde ». Je me disais que peut-être le père était couché sur le dos et faisait la planche, et que c'était peut-être pour ça aussi que l'enfant voyait son visage. Voilà, c'était des choses auxquelles je pensais un peu comme ça. Oui. Oui, alors cet épisode où il est, c'est le début de Compagnie, une voix, quelqu'un couché sur le dos dans le noir, quelqu'un sur le dos dans le noir. Attendez, vous disiez... Ça me faisait penser à Kafka. Ah oui, c'est ça, Kafka, voilà. Oui, c'est ça. Oui. Oui, alors je parle de cela justement. Ce que je propose, c'est plutôt que ce soit le processus inverse, quoi.
parce que la métamorphose, alors chez Beckett, elle me semble, enfin, chaque pouce de vie est tellement conquis mot à mot que euh, une transformation comme cela n'a pas lieu. C'est vraiment tout est oui arraché au pire, mot à mot et jusqu'au bout sans jamais cesser. Euh, et cet épisode-là, il l'a vécu vraiment. Il a vraiment passé à l'issue, paraît-il, de Trinity College. Quand il a terminé premier, bien sûr, médaille d'or de Trinity College, et on lui a proposé un poste de professeur. Il a été absolument dans l'incapacité de le soutenir. Alors, en même temps, je cite je cite un livre d'une élève qui avait pris des notes de ses cours de Beckett à Trinity College. Il a fait vraiment un passage très bref, donc on a de la chance que ce soit juste celle qui a pris des notes, quoi, qui les ait gardées et qui ont été publiées. Et elle restitue plutôt un professeur magnifique, quoi. Enfin, c'est sûr que les cours de Beckett, ça devait être quelque chose. Mais lui détestait, d'abord il trouvait ça presque avilissant, quoi. Enfin médiocre, la médiocrité du professorat. Mais lorsqu'il a refusé donc ce poste, il est resté, paraît-il, alors bien sûr sa mère, c'était catastrophique, quoi. Enfin refuser ce poste-là, il ne pouvait pas l'assumer. Et c'est comme ça qu'il viendra d'ailleurs en France répétiteur à la rue d'Ulm. Mais il a passé dans sa chambre dans le noir, sur le dos, comme cela, un long temps. Voilà. Oui. Oui, alors quand ton père, est-ce qu'il faisait la planche tel que Beckett le décrit, quand on fait la planche, c'est plutôt sympa dans l'eau, hein, on se laisse porter, c'est souriant. Tel que Beckett le décrit, très sincèrement, j'ai pas l'impression qu'il faisait la planche. On a plutôt l'impression qu'il y a cette face rougeoyante qui émerge de l'eau comme cela et qui angoisse terriblement son fils. Et ça rejoint un petit peu aussi Mola, c'est-à-dire qu'il n'est jamais sûr de pouvoir trouver l'appui du père, quoi. En fait, voilà, il a une tendresse énorme pour son père, mais il n'est jamais sûr de pouvoir être porté, quoi, enfin, par lui dans les moments où c'est vital. Et là, c'est intéressant dans Compagnie parce qu'en effet, il exprime cette délicatesse, enfin délicatesse, cette angoisse-là. Voilà, si je saute, qu'est-ce qui se passe? Et la magie a opéré, quoi. D'accord. Une autre demande d'intervention de Pierre Moivenu. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, voilà. Oui, je pensais Cap au pire. C'est le texte de Beckett qui m'a Cap au pire. Oui, c'est le texte de Beckett qui m'a le plus retenu. Au passage, je le rapproche quand même. Il ne faut pas oublier que Lacan a écrit un séminaire qui s'appelle Au pire. Et c'est certainement le plus beckettien. Bon, mais ceci dit, je voulais surtout vous dire que j'ai la chance de voir Beckett tous les jours. Oui, c'est-à-dire depuis mon appartement à 50 mètres de là, je vois tous les jours un homme filiforme et tout en noir qui vient à 8h30 tapante jusqu'à 18h, qui vient il s'accroupit contre le mur de la poste, dos au mur tout en noir, et il reste comme ça toute la journée. Bon, alors c'est pas Beckett parce qu'il n'écrit pas, hein. Mais il me semble que après vous avoir lu, je n'avais pas réalisé à ce point-là. J'entends comment il
il y a quelque chose qui se dit là que je trouve chez Beckett qui est d'aller à l'essentiel. Et il le dit, un essentiel, mais qui n'est pas un essentiel de l'essence, pas du tout, ça n'a rien de philosophique, mais l'essentiel de l'exister, je dirais, ou de l'existence, de l'exister. Et c'est très, très précieux. Enfin, je sais que j'entends certaines, dans ma pratique, j'entends quand même quelque chose de cette hausse, hein, de cette essentiel. Et Beckett, je crois que nous aide beaucoup à se défaire de, même justement des métaphores, à mon avis. C'est beaucoup plus métonymique que métaphorique, Beckett. Oui. Voilà, enfin bon, peu importe les termes. Voilà, Oui, je vais oui. juste dire ça. Non, oui, oui, non, non, mais oui, c'est un estragon, quoi, que vous avez en face de chez vous. J'appelle Beckett à la poste. Oui, c'est Beckett à la lettre. Oui, à la lettre. Ah oui, bravo. Mais sans écriture. Oui. Bah peut-être est-ce un homme qui va se lever. C'est ce que c'est ce à quoi, en tous les cas, Beckett. Oui, c'est ça aussi qui me. Voilà, je voulais dire, et ça me permet d'enchaîner avec ça, ce que vous dites, c'est que j'ai la prétention de croire, d'avoir en effet travaillé de telle sorte. Non, attendez, je m'y prends mal, j'efface. Je dirais, j'ai quand même une prétention, mais je ne sais pas quoi en faire là, mais le travail de Beckett avec le réel, c'est-à-dire cette angoisse insupportable, intolérable, mais qu'il n'a jamais voulu, justement, dont il ne s'est jamais détourné, qu'il n'a jamais fui, qu'il n'a jamais refusé, mais qu'il a grignoté, quoi, lettre à lettre, comme ça. Je crois, et c'est là que ma prétention interviendrait, c'est que je crois qu'il nous apprend quelque chose et qu'il nous transmet quelque chose. Quand je dis justement, il fait invention de soi-même et pas création de lui, ça me semble important parce que faire créer, d'abord, c'est pas invention de lui-même, c'est pas imaginaire, c'est invention de soi-même, il y a quelque chose de plus neutre. Il y a par ailleurs, il y a l'invention, c'est pas la création, c'est-à-dire que c'est pas autour de la chose, autour du vide que ça se passe. Le vide, il l'obtient, il le recherche, il le creuse. Ça me semble important parce que c'est pas je dirais que c'est pas un processus de sublimation, l'écriture de Beckett, voilà. Donc, invention de soi-même et non pas création. Ça je crois que c'est important et que dans ce processus-là, eh bien, si on lit Beckett en mettant cela au centre, on est nous-mêmes. Du coup, il y a quelque chose qui se transmet. On est nous-mêmes appelés à, voilà, conduire notre vie avec ces quelques repères-là. Mais est-ce que ce n'est pas justement tout le processus de l'analyse, de la psychanalyse qui devrait en principe mener à l'invention de soi? Ah ben c'est ça justement qui me semble, c'est ce que je propose à la fin, c'est qu'en effet, c'est l'invention de soi-même. Ça me semble une belle fin d'analyse. Et de la même façon, justement, quand je parlais de la question de la sublimation, s'il y avait eu ce processus de sublimation, il serait poète. Il n'est pas poète. Et c'est pour ça que je dis poème. Et c'est vrai que ça croise. Alors, oui, c'est ça, vous parliez de ou pire, bien entendu. Et puis, il y a le dire et le pire. Enfin, c'est complètement beckettien. Mais... encore une fois, je pense que c'est parce que Lacan arrive là, dans cet endroit tout à fait beckettien, que
voilà, que ça se recoupe, même s'il utilise du Beckett, peu importe, mais c'est parce que lui, dans sa démarche, en arrive là, à cette question de ou pire et de la question de la sexuation. Enfin, c'est intéressant aussi. D'ailleurs, je termine par cela avec Balzac sur la question la physiologie du mariage. Oui, bon, voilà, enfin, on ne peut pas tout dire. Peut-être, oui, il y a énormément de choses. Hein. C'est plein de questions. Il y a des livres où on a du mal à trouver les questions, mais avec le vôtre, il y en a plein. Ça veut dire que vous laissez aussi de la marge pour que les questions puissent se poser. Et il faut peut-être vraiment saluer le mérite aussi de votre rigueur dans ce travail et de la ténacité avec laquelle vous portez votre propos, et ça c'est admirable. Peut-être qu'on peut, si vous voulez, pour terminer aussi, sur le fait, vous parlez de l'homme sans gravité aujourd'hui, dont Melman a parlé déjà il y a 20 ans. Comment diriez-vous ce que, par rapport à l'actualité, quelle est l'actualité de Beckett en quelques mots pour revenir plus à l'actuel, disons. L'actualité de Beckett, c'est de donner envie de vivre et de porter sa cruauté d'être homme, quoi, de la porter de telle sorte que, en effet, en faire quelque chose. Enfin, ça a été mon idée quand même. Hein. C'était ça aussi au départ. Maintenant, oui, de tenir sur la question de l'analyse, et il me semble que c'est décisif de tenir sur le langage, de ne pas se laisser déporter du langage. LTI, LQR, enfin il y a différents livres comme cela qui nous avertissent haut et fort sur la tragédie encourue lorsque l'on se démet de notre dimension pas naturelle. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai une résistance avec le corps, quoi. C'est de tenir sur le langage, parce que je trouve que justement on fait beaucoup de concessions au corps en ce moment, et au détriment du langage. C'est ça. On peut tenir sur le corps avec le langage, mais au détriment du langage, ça me semble très important, et je suis toujours, moi, un peu alertée quand je vois le théâtre disparaître au profit de la danse. Enfin, il y a plein de choses comme cela où on voit quand même un effacement du langage, et puis dans les codes, enfin, je sais que j'étais à la fac, il y avait des étudiants qui me parlaient, j'étais infoutue de savoir ce qu'ils me disaient. Je comprenais rien, c'était des onomatopées, des initiales, enfin bon, des lettres, des choses comme ça qui se baladaient, mais je pouvais pas reconstituer la phrase. Ça me semble grave. Enfin, nous savons que c'est grave, donc voilà, tenons sur ceux qui permettent peut-être d'éviter le pire. Bon. On va peut-être s'en tenir là, justement.